Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV Français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. Le sommet de l'ASEAN vient de s'achever dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur. L'ASEAN a signé 2 déclarations majeures qui permettront aux 10 pays membres de mener à bien une intégration économique et politique plus étroite. Le président américain Barack Obama s'est engagé à détruire l'État islamique en marge du sommet de l'ASEAN. Un glissement de terrain près d'une mine de jade au nord du Myanmar a tué au moins 90 personnes. Plus de 100 personnes sont toujours portées disparues. Et les compagnies d'assurance étrangères seront sous peu autorisées à se lancer sur le marché chinois. Et nous débutons cette édition avec le sommet de l'Asie de l'Est. Il vient de s'achever dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur. Les dirigeants de l'ASEAN ont rencontré leurs homologues américains, chinois, sud-coréens, japonais et ceux d'autres pays. Le Premier ministre chinois Li Keqiang se trouvait parmi les dirigeants qui ont participé au sommet de cette année. Il a présenté une proposition en 5 points, visant à promouvoir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. Le Premier ministre chinois a appelé tous les pays à suivre les principes de la Charte des Nations Unies et à défendre les résultats obtenus après la fin de la Seconde Guerre mondiale en sauvegardant ensemble la paix et la stabilité de la région et du monde. Li Keqiang a également appelé les pays à adhérer aux principes du droit international afin de régler pacifiquement les conflits de souveraineté à travers la consultation et les négociations. Il a notamment exhorté la Chine et les pays membres de l'ASEAN à mettre en place une déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale et à améliorer les mécanismes pour renforcer la confiance mutuelle et la coopération. Li Keqiang a rappelé que les pays extérieurs à la région devaient jouer un rôle constructif sans aggraver les tensions actuelles. Le Premier ministre chinois a terminé sa proposition en appelant toutes les parties à exercer et à maintenir la liberté de navigation et de survol en mer de Chine méridionale, dans le cadre du droit international. L'Association des nations du Sud-Est asiatique a signé 2 déclarations majeures qui permettront aux 10 pays membres de mener à bien une intégration économique et politique plus étroite. Le premier document déclare l'établissement de la communauté de l'ASEAN à la fin de cette année. L'autre document est un plan d'action pour les 10 prochaines années. L'ASEAN a déclaré que la communauté est conçue pour créer une plus grande liberté de circulation des marchandises mais aussi du capital. Les États membres créeront ainsi un marché unique et une base de production commune. Les pays membres de la communauté de l'ASEAN regroupent une population totale de près de 625 millions de personnes et un PIB global de 2600 milliards de dollars. Nous devons désormais garantir la création d'un véritable marché unique et une base de production commune permettant une plus grande circulation des marchandises, des services et des standards communs. Nous devons par ailleurs élargir les connexions et supprimer les barrières qui transforment nos frontières en obstacles à la croissance et à l'investissement. Le Premier ministre chinois Li Keqiang faisait partie de ceux qui ont participé à la cérémonie rendant publique la déclaration commune sur le partenariat économique global régional. Li Keqiang et les dirigeants de 15 autres pays d'Asie-Pacifique se sont mis d'accord pour faire des efforts afin de conclure le RCEP en 2016. Si l'on considère les défis auxquels nous faisons face et la valeur des engagements constructifs, davantage de temps est nécessaire pour conclure les négociations. D'ici, nous, les dirigeants des pays participants au RCEP, nous nous sommes mis d'accord pour permettre aux négociations de continuer et pour demander à nos négociateurs d'intensifier les efforts afin de conclure et de parvenir à un accord mutuellement bénéfique et de haute qualité en 2016. In 2016.
La déclaration dit qu'avec la moitié de la population mondiale et près de 30% de sa production et de son commerce, le RCEP offre un immense potentiel pour améliorer les conditions de vie de milliards de personnes. Le RCEP est un accord de libre-échange collectif proposé entre les 10 États membres de l'ASEAN et 6 pays avec lesquels l'ASEAN a des accords de libre-échange individuels, l'Australie, la Chine, le Japon, l'Inde, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Les négociateurs travaillent sur le RCEP depuis mai 2013. La Chine s'est engagée à offrir une assistance gratuite d'une valeur de 3,6 milliards de RMB, soit environ 500 millions de dollars aux États membres de l'ASEAN en voie de développement en 2016. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Luo Jianmin a fait ses remarques lors d'une conférence de presse en marge des rencontres de l'ASEAN. Il a déclaré que la Chine offrirait également des prêts dans l'infrastructure totalisant 10 milliards de dollars aux pays d'Asie du Sud-Ouest. Luo Jianmin s'est également exprimé sur les constructions chinoises sur les îles et les récifs en mer de Chine méridionale. Il a déclaré que cela était nécessaire pour l'amélioration des conditions de vie et qu'elle remplissait les obligations internationales de la Chine. Il a critiqué les États-Unis pour l'envoi d'un navire de guerre à 12 miles nautiques d'un récif chinois en mer de Chine méridionale. Cette fois-ci, d'une manière très visible, les États-Unis ont envoyé des bateaux militaires à 12 milles nautiques des îles et récifs chinois. Cela est allé au-delà du champ de la liberté de navigation. C'est une provocation politique et l'objectif est de tester la réponse de la Chine. La Chine respecte totalement la liberté de navigation en mer de Chine méridionale. Donc, nous espérons que les pays régionaux et non régionaux puissent offrir des contributions constructives à nos efforts pour maintenir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. Ils peuvent librement naviguer en mer, mais en même temps, ils doivent respecter les pays dans la région. Ne pas chercher de troubles, mais chercher une coopération constructive. Les experts anticipent déjà les défis face auxquels sera confronté le bloc ASEAN avec la formation de la communauté économique de l'ASEAN prévue à la fin de cette année. Les experts rappellent que de nombreux défis restent encore à relever avec la grande diversité actuelle sur le plan de la culture, du développement économique et des différents systèmes politiques des pays membres de l'ASEAN. Les 10 pays membres de l'ASEAN suivent des religions différentes, notamment le bouddhisme, l'islam ou encore le christianisme. Les niveaux de revenus sont également très différents d'un pays à l'autre. Sur la base de ces différents facteurs, de nombreux experts estiment que l'ASEAN devra surmonter plusieurs obstacles afin de réussir la formation d'une communauté économique incluant une coopération sur la sécurité et les échanges socio-culturels avant le 31 décembre de cette année. Zhang Qianye, directrice du département d'information du Centre de recherche sur la Malaisie, nous a indiqué que l'un des problèmes majeurs qui risquent de se poser est celui de la sécurité dans les pays aux revenus les plus importants, avec l'immigration des travailleurs à bas coût venus d'ailleurs. Zhang Qianye rappelle également que la coordination des différentes problématiques régionales sera l'un des autres défis majeurs de la communauté économique de l'ASEAN. L'ASEAN est une communauté qui a commencé par le haut. Elle est le fruit de la coopération économique spontanée entre les plus hautes sphères gouvernementales des pays membres. Chacun des pays membres de l'ASEAN a une longue tradition de non-ingérence dans les affaires internes des autres nations. Il ne s'agit pas seulement d'une tradition, mais c'est aussi une règle établie entre les pays membres. Ainsi, les pays membres de l'ASEAN ont certes établi des règles pour organiser leur coopération, mais dans les faits, ils sont incapables de les faire appliquer. Par exemple, dans la régulation de la pollution atmosphérique transrégionale. Il s'agit là du plus grand défi pour l'intégration de l'ASEAN. Et en marge, le président américain Barack Obama a déclaré durant son voyage en Malaisie pour participer à l'ASEAN que la coalition destinée à combattre l'État islamique serait implacable dans sa conduite pour détruire le groupe. Je veux être aussi clair que je le peux sur cela. Les préjugés et la discrimination aident l'EI et sapent notre sécurité nationale. Donc, même si nous détruisons l'EI sur le champ de bataille, et nous les détruirons, nous reprendrons les terres qu'ils ont actuellement. Nous couperons leur financement, nous traquerons leurs dirigeants, nous démantèlerons leurs réseaux et leurs lignes d'approvisionnement. Même si nous sommes dans ce processus en ce moment, nous voulons être certains que nous ne perdons pas nos propres valeurs et nos propres principes.
Obama a indiqué que les partenaires internationaux de l'Amérique ne céderaient pas dans le combat contre le groupe État islamique, insistant que le monde n'accepterait pas que les attaques d'extrémistes contre les civils à Paris et ailleurs deviennent la nouvelle normalité. Obama a ajouté qu'il avait discuté avec le président russe Vladimir Poutine durant un récent voyage en Turquie pour le G20 et qu'il lui avait dit qu'il serait utile que la Russie dirige son focus sur la lutte contre l'EI. Il a également dit espérer que Moscou accepte une transition du pouvoir en Syrie. Obama était en Malaisie pour participer au sommet d'Asie de l'Est et aux rencontres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré que son pays ne cédera pas après l'attaque par des islamistes radicaux d'un hôtel de luxe dans la capitale Bamako. Le Mali n'est pas une zone fermée, il ne le sera jamais. Paris ne l'a pas été, Paris ne l'est pas, Genève ne l'est pas, New York ne l'est pas, Moscou ne l'est pas. Nulle part dans le monde aujourd'hui n'en est à l'abri de ce barbare de notre temps. Ces hommes qui ne mettent pas le nom d'hommes. Je l'ai dit hier, ils ont décidé, ces gens-là, de rompre avec l'humanité telle que nous la connaissons et la chérissons. Nos valeurs ne sont pas les leurs. J'ai dit que la valeur vie leur est inconnue. Et c'est pour cela que vous, comme nous, chacun devra faire attention. Le Mali est heureux que vous soyez là. Les attaques ont fait 21 victimes, dont 18 clients de l'hôtel, un membre des forces spéciales et 2 terroristes. Les forces de sécurité sont désormais à la recherche de plus de 3 suspects qui pourraient avoir été impliqués dans l'attaque. L'état d'urgence pour une durée de 10 jours a été déclaré dès vendredi minuit. Les groupes djihadistes Al-Mourabi et Al-Qaïda au Maghreb islamique ont revendiqué l'attaque, mais cela n'a pas été confirmé par les autorités maliennes. Le nord du Mali a été occupé par des combattants islamistes, certains liés à Al-Qaïda, pendant la quasi-totalité de l'année 2012. Ils ont été expulsés par une campagne militaire dirigée par la France, mais les violences ont continué. Le Premier ministre belge a déclaré que des forces militaires et de police ont été déployées à travers la capitale, Bruxelles, et tout particulièrement dans les zones très fréquentées. Le niveau d'alerte est passé à 4, le plus élevé possible. L'analyse de l'OCAM conduit à identifier plus précisément les événements avec du public, les rues commerçantes et les centres commerciaux, les manifestations, les endroits animés, et les transports. Mais pas de lieu précis. La région bruxelloise est passée au niveau 4. Le procureur fédéral belge a annoncé que les enquêteurs avaient trouvé des armes au domicile d'un 3e suspect détenu par les autorités belges après les attaques terroristes de Paris. Le bureau du procureur déclare dans un communiqué qu'aucun explosif, ni même de ceinture d'explosifs, n'avait été trouvé lors de la perquisition. Il n'a pas donné de détails sur la nature de l'armement trouvé. Le suspect en question est présenté comme étant Abrahimi Lazez, un homme d'origine marocaine de 39 ans, né en Belgique et vivant dans la région de Bruxelles. D'après le diffuseur radiophonique public belge, la RTBF, Lazez a été arrêté la semaine dernière à Bruxelles dans sa voiture. Une arme à feu ainsi que des traces de sang ont été trouvées dans son véhicule. 2 autres personnes ont été inculpées en Belgique suite aux attaques de Paris et ont vu leur période de détention être rallongée d'1 mois. Il s'agit d'Hamza Atou, 21 ans, et de Mohamed Amri, 27 ans. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Tout d'abord, un glissement de terrain près d'une mine de jade au nord du Myanmar a tué au moins 90 personnes, plus de 100 personnes sont toujours portées disparues. La majorité des victimes sont des villageois qui étaient en train de passer le tamis dans une grande pile de rejets miniers. L'effondrement est survenu samedi après-midi à Pakant, dans l'état de Kachin. Les victimes auraient été en train de faire des recherches dans des gravats déversés par les machines mécaniques des mines de la région. Pakant, l'épicentre du boom du jade du pays, reste désespérément pauvre, avec des routes très chaotiques et de nombreuses coupures d'électricité. Le Bangladesh a exécuté 2 chefs influents de l'opposition pour des crimes de guerre commis durant la guerre d'indépendance du pays contre le Pakistan. Les autorités pénitentiaires du pays ont déclaré que Salahuddin Kader Chaudhuri et Ali Hassan Mohammad Moujahid ont été pendus tout juste après minuit à la prison centrale de Dhaka. Chaudhuri était le chef du parti nationaliste du Bangladesh. Il a été condamné pour des crimes de torture, de viol et de génocide commis contre la population.
Moujahid était le secrétaire général de la Jamaat el-Islami, le parti islamiste le plus important du pays. Il a été également accusé de crimes de génocide, de conspiration pour l'assassinat d'intellectuels, de torture et d'enlèvement. La sécurité a été renforcée aux abords de la prison centrale et partout ailleurs où de violents affrontements sont susceptibles d'éclater. La Chine a lancé un satellite de communication appartenant au Laos à partir de son centre de lancement des satellites à Xinjiang dans la province du Sichuan. Le président chinois Xi Jinping et son homologue laotien Choumali Sayason se sont félicités de la réussite du lancement. Le Laosat-1 est le premier satellite envoyé par la Chine vers un pays de l'ASEAN. Il s'agit également du premier satellite de communication du Laos. La Chine l'a adapté spécifiquement pour le Laos. Ce satellite fournira des services de retransmission télévisuelle, d'accès au réseau sans fil et à la communication internationale. Ce satellite jouera un rôle important pour un pays qui est toujours dans les premières phases de développement de la communication. Le design du Laosat-1 est basé sur les technologies existantes de la Chine, qui prennent principalement exemple sur la plateforme Dongfeng 4, satellite de communication avec des fonctions puissantes, mais ce n'était pas le meilleur choix pour le Laos. Zhou Zhicheng, directeur du département des communications de satellites de l'Académie chinoise de la technologie de l'espace, est l'ingénieur en chef de ce projet. Dongfeng 4 est trop grand pour le Laos. Nous avons donc adapté un meilleur design en réduisant les coûts de performance. Par exemple, dans le passé, nous utilisions une batterie en nickel-métal dans le système de puissance. Un générateur pesait plus de 230 kg. Aujourd'hui, nous utilisons une batterie en lithium-aluminium, réduisant le poids à moins de 100 kg. Grâce à cette découverte technique, le poids total du satellite pèse moins de 4 tonnes. Il s'agit cependant d'une tâche importante avec de grandes attentes. Autrefois, le Laos louait des satellites d'autres pays. Aujourd'hui, le pays possède son propre satellite. Les gens peuvent apprécier davantage de programmes de télévision. En plus, de nombreuses zones montagneuses situées dans le nord du Laos n'avaient pas accès à de telles communications. Grâce à ce nouveau satellite, la population des montagnes pourra apprendre davantage sur le monde extérieur. Ce satellite fournit également des services de réseau sans fil, des services de données à haute vitesse au Laos et d'autres pays le long de la route de soie maritime. Cela deviendra une importante plateforme pour l'information et la connectivité culturelle entre ces pays. En plus du satellite, la Chine a aidé également le Laos à construire une station terrestre satellite. Ce projet a permis à de nombreux techniciens laotiens de venir en Chine pour se former lors de la période de construction. Aujourd'hui, dans la matinée, l'Airbus A350, le nouvel avion de ligne gros porteur, a atterri pour la première fois sur le sol chinois. L'Airbus A350 représente la nouvelle génération d'avions de ligne fabriqués en France après le lancement de l'A380. Et jusqu'à présent, seuls 9 avions sortis des lignes d'assemblage du site de Toulouse ont été livrés à travers le monde. L'Airbus A350 nouvelle génération adopte les dernières avancées technologiques en matière de conception des pneumatiques, mais également pour le fuselage et les ailes. Pour la première fois, le matériau composite à base de fibres de carbone est utilisé pour une fabrication industrielle à grande échelle. Le nouvel Airbus est également doté de la dernière génération de moteurs conçus et fabriqués par Rolls-Royce. L'aspect extérieur se caractérise par ses hublots grand format et la cabine de pilotage reprend pour l'essentiel l'ensemble des fonctionnalités de l'Airbus A380. L'intérieur de l'Airbus A350 a été sensiblement élargi. L'avant de l'appareil a été agrandi pour permettre aux passagers de profiter d'un espace plus important. Les compartiments à bagages offrent désormais plus de place, tout en augmentant le confort global des passagers. Une zone réservée pour le repos du personnel de bord, ainsi qu'un espace pour permettre aux femmes de se maquiller en toute intimité, ont été spécialement conçus. L'Airbus A350, qui vient tout juste d'atterrir à Shanghai, a été livré le mois dernier à la compagnie aérienne Finnair. Actuellement, seules 3 compagnies dans le monde exploitent le nouvel avion de ligne d'Airbus. Le 21 novembre dernier, cette A350 avait décollé d'Helsinki pour effectuer son premier vol commercial direct vers Shanghai. Le yuan chinois est devenu la seconde monnaie la plus utilisée dans les échanges commerciaux dans le monde. Il devrait faire son entrée dans le panier de monnaies de référence du SDR qui compte déjà le dollar américain, l'euro, le yen japonais et la livre sterling. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que cela allait perfectionner le système actuel et stabiliser la structure financière mondiale.
Voici le siège de la Banque de Chine à Londres. Les traders procèdent à des transactions en yuan pour le monde entier, des transactions qui sont de plus en plus nombreuses. Nous avons eu par jour en moyenne 61 milliards de dollars en volume d'échange l'an dernier, soit beaucoup plus que les années précédentes. Londres va jouer un rôle important dans le processus de mondialisation du yuan. En plus du trading, plus de produits sont disponibles en yuan. Le mois dernier, le premier bon vert nominé en yuan à Londres a été introduit à la Bourse de Londres. Cela a remonté l'influence du yuan et a aussi fourni un instrument d'investissement pour le marché, spécialement quand les taux européens sont bas. Le bon sur un an a un retour de 3,1%, tandis que les eurobonds ont un retour de moins de 0,3%. C'est un contraste saisissant. Nos bons sont les meilleurs. De plus, l'usage grandissant du yuan pour les règlements interfrontaliers a apporté de nouvelles opportunités de financement et réduit les coûts des processus d'échange étrangers. Les entreprises disent que cela va apporter plus de croissance. La monnaie est en cours d'internationalisation. La Chine joue un rôle majeur dans l'économie mondiale. Ce n'est plus un pays isolé. Si la demande chinoise baisse, les exportations des autres pays s'écroulent. Les actions, qui sont propres à maintenir le rythme de croissance et à soutenir la consommation, sont toutes les bienvenues. Le Fonds monétaire international a dit la semaine dernière que le yuan possède les critères requis pour être inclus dans le panier des droits de tirage spéciaux, qui est un mécanisme permettant aux participants de renforcer leurs réserves en cas de besoin. Le président chinois Xi Jinping a salué l'initiative, disant qu'elle allait renforcer le système mondial et la stabilité financière. Le président chinois Xi Jinping a souligné au sommet des PDG de l'APEC que la Chine allait continuer à ouvrir son économie. Le secteur de l'assurance joue un rôle majeur dans cette politique d'ouverture. Les compagnies d'assurance étrangères bénéficient quasiment du même traitement que les compagnies locales. L'Australien In Xiaosong a été parmi les premiers assureurs à se lancer sur le marché chinois. Il est de fait un témoin privilégié de l'évolution du secteur chinois de l'assurance. Nous bénéficions désormais de quasiment le même traitement que les compagnies d'assurance locales, en particulier dans des domaines tels que l'assurance vie et l'assurance habitation, et également en termes de type de couverture, de région et de ligne de produits. Les différences s'amenuisent. Swiss Re fait partie des premières compagnies étrangères à s'être implantées sur le marché chinois. Elle est actuellement leader de la réassurance en Chine, où à ses yeux, la marge de développement est encore immense. Le rythme est l'un des caractéristiques. Le modèle de développement que nous avons eu ces dernières années n'est pas comparable avec celui des autres marchés. Il existe de nombreux marchés qui ont connu une forte croissance, mais pas à l'échelle de la Chine. Je peux vous donner plusieurs exemples si vous voulez. Nous avons déployé un système d'enregistrement en ligne et la semaine dernière, nous avons enregistré notre millionième transaction sur ce système. Et dans les autres marchés où nous avons ce système, cela se compte en milliers. Ça illustre bien la différence d'échelle et de demande également. Il nous revient de satisfaire cette demande. Les compagnies d'assurance étrangères ont depuis 2012 pleinement accès au marché de l'assurance automobile, ce qui a représenté un tournant après l'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. 56 compagnies d'assurance étrangères, originaires de 16 pays, se sont récemment implantées en Chine. Et ce mouvement semble loin d'être terminé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 1h30 pour l'Afrique Info. Excellente suite de programme.